Les footballeurs de haut niveau gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour autant, c'est pas parce que la plupart d'entre eux a mis la daronne à l'abri que le footeux est épargné des soucis d'argent. La preuve, voici 6 footballeurs qui ont fini ruinés. Numéro 1, Ronaldinho. En 2015, 10 ans après avoir remporté le Ballon d'Or, Ronaldinho fait parler de lui pour des raisons moins glorieuses. Notamment celle d'avoir été condamné par la justice brésilienne à une amende pour construction d'une plateforme de pêche et d'une habitation sur une zone protégée, non loin de Porto Alegre, sa ville de naissance. La justice lui demande non seulement de démolir les installations, mais aussi de régler la somme de 2,2 millions d'euros pour l'absence d'autorisation et les dégâts engendrés par la construction. Sauf que, visiblement criblé de dettes, Rony n'a pas les moyens de payer. À tel point qu'on apprend en 2018 dans la presse brésilienne que la légende du FC Barcelone est ruinée. D'après UOL Esporte, le procureur chargé de l'affaire découvre à l'époque avec stupeur que l'icône mondiale du foot, le Ballon d'Or 2005, n'a plus que 6 € sur son compte bancaire. 6 €, même pas de quoi se payer un grec avec canette au prix de 2023. Parce qu'à mon époque, on pouvait à 6 €. Ronaldinho est donc victime d'une saisie d'une partie de ses biens. Et il se fait aussi saisir son passeport par son pays. Pas de quoi refroidir son business puisqu'il se rend avec son frère au Paraguay avec un faux passeport. Ce qui lui vaudra de faire un petit tour en prison pendant 5 mois. Pas de news de cette affaire de banqueroute dans la presse brésilienne. Rony semble s'être refait une santé financière. Ou alors, l'argent était sur un autre compte que le compte bancaire principal. C'est une question. J'ouvre le débat. Je pose la question, j'ouvre le débat. Numéro 2, Ludovic Giuli. Ludovic Giuli a touché de beaux salaires, que ce soit au FC Barcelone, à Monaco ou à Paris. Pourtant, à la fin de sa carrière, Ludo a connu la déconvenue de ne pas pouvoir s'acheter sa résidence principale. Son conseiller bancaire lui a dit frérot, en vrai, tu ferais mieux de louer. Là, il se dit c'est bizarre, j'ai gagné des millions et je peux même pas devenir propriétaire comme Founi. Mais Giuli finit par apprendre qu'il a dépassé son taux d'endettement. Mon banquier m'explique que mon argent est donné en gage pour rembourser les placements faits sur des maisons de retraite par la société Sportinvest. Celle qui m'a accompagné pendant 20 ans et à qui j'avais confié 5,3 millions d'euros il y a 15 ans, dont le rendement était censé servir pour mon après-carrière. Sportinvest investit dans des maisons de retraite mais les valeurs sont surestimées, les rendements annuels sont surévalués. Les produits financiers achetés par l'entreprise contenaient aussi de fortes commissions pour certains intermédiaires mal intentionné. Bref, Ludo Giuli perd plusieurs millions d'euros, 2,7 millions précisément. Combien ? Alors l'ancien parisien reconnaît qu'il a flambé au début de sa carrière, les Porsche, les montres à 22 ans à Monaco, mais ensuite, il n'a pas plus abusé que ça comme il le dit, mais c'est surtout un manque de vigilance qui a conduit à sa perte financière. Ce n'est que vers la fin de sa carrière qu'il a mis vraiment le nez dans ses finances, mais c'était déjà trop tard. Ludo Giuli a même dit dans un épisode de Call Interview que 50 à 60% des footballeurs finissaient ruinés après leur carrière. Car le train de vie reste parfois le même, juste après la retraite, alors que l'argent ne rentre plus comme avant. Et il suffit que l'entourage ait détourné de l'argent, que les placements aient été mauvais, ou qu'il y ait un divorce, et la banqueroute est vite arrivée. Mais Giuli s'en est sorti, il s'est refait petit à petit en rénovant des maisons et en faisant des plus-values sur les reventes, ainsi qu'avec son activité de consultant et le sponsoring. Du coup, aujourd'hui il accompagne également des sportifs pour éviter qu'ils connaissent à leur tour une galère dans le genre. Numéro 3, Yohan Molo. 300 000 € bruts par an, c'est ce qu'a touché Yohan Molo avec son premier salaire professionnel. Ça fait du 20 000 € net par mois. En vrai, pas mal pour un début. C'est après sa première année pro que Molo fait la rencontre de 2 agents, plutôt reconnus dans le métier à l'époque, Franck Bichon et Patrick Blondeau. Et il va leur donner procuration pour gérer son patrimoine financier. Une gestion qui va tourner à l'escroquerie en bande organisée. Petit à petit, Molo s'aperçoit de soucis bancaires, en allant retirer de l'argent au distributeur ou en payant avec sa carte. Oh, paiement refusé, oh, on me donne pas mes billets. Il en parle à ses agents, qui lui inventent alors des histoires de différés bancaires, des mythos, des douilles. La vérité, c'est qu'il est victime d'une escroquerie en bande organisée. Ses agents, son expert comptable, des notaires, des employés de banque, tous ont participé aux sales manigances menant à la ruine financière de Molo. Des crédits ont été contractés par mes agents en mon nom. Ils avaient les codes d'accès de mes comptes et de mes chéquiers. En plus de leurs commissions, ils ont pris mes salaires, ils ont pris ma vie. Je suis interdit bancaire, fiché à la Banque de France. Je suis en procès avec toutes les banques parce que je dois de l'argent partout. Des crédits immobiliers par dizaines dont ils ignoraient l'existence. Des prêts à la consommation destinés aux escrocs. Tout ça rendu possible par la fameuse procuration signée en faveur des 2 agents. Molo est couvert de dettes sans le savoir. Même si au cours de ses meilleures années, il touchait plusieurs millions d'euros, l'ancien joueur de Saint-Etienne n'a jamais vraiment été un flambeur. Selon lui, il dépensait grand max 5 000 € par mois et le reste allait sur des prétendus placements.
placement évidemment véreux. La découverte de ses dettes l'a même contraint à reprendre une carrière de footballeur en 2021, au niveau semi-pro, un an après l'avoir arrêté. La quasi-intégralité de son salaire de semi-pro, que ce soit à Hyères où il était payé 6 000 € brut pendant 2 ans, puis à Istres actuellement, sert désormais à éponger ses dettes auprès des banques et du fisc. Il se bat toujours judiciairement pour récupérer son argent. Numéro 4, Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué fait partie des meilleurs arrière-droits passé par Arsenal. L'Ivoirien a connu de grandes heures avec la Côte d'Ivoire puisqu'il fait 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi avec les Gunners, avec lesquels il fait finale de Ligue des Champions en 2006 et remporte la FA Cup en 2005. Mais 2013 marque le début des ennuis pour lui. Il est condamné pour non-paiement de son agent, mais il ne s'acquitte pas de l'amende. Alors en 2016, la FIFA sévit et le suspend 1 an de toute activité liée au football. Sunderland, chez qui il fait une pige, décide donc de mettre un terme à son contrat. Et d'un point de vue personnel, les choses se gâtent aussi. On est en 2017 et l'Ivoirien touche vraiment le fond. Eboué divorce de sa femme, Aurélie, et le divorce conduit le joueur à la ruine financière. Tous les biens reviennent à son ex-compagne. L'argent qu'il avait sur un compte commun disparaît aussi du jour au lendemain. Il ne voit plus ses enfants pendant plusieurs mois, il erre dehors et songe même à mettre fin à ses jours. Il se fait même recaler d'un club de Chypre du Nord pour des prélèvements sanguins anormaux. Encore aujourd'hui, je prends des antidépresseurs. Les gens me disent que j'aurais dû avoir de l'argent quelque part. Mais quand j'étais avec mon ex-femme, j'étais à fond. Pourquoi cacher mon argent? Je voulais faire ma vie avec elle. Je ne pouvais pas penser qu'elle allait me faire ça. Eboué s'est relevé, notamment grâce à l'aide de son ancien club, Galatasaray, qui lui a proposé un poste de recruteur en Afrique. L'ex-Gunner a aussi ouvert son propre centre de formation. Et d'un point de vue vie privée, il a également refait sa vie avec une nouvelle compagne. Numéro 5, Laurent Paganelli. Connu comme homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli était avant tout un footballeur. Il a même fait ses débuts en pro à 15 ans seulement, à Saint-Étienne. Mais sa trajectoire de carrière commence à être déceptive avant qu'elle ne prenne un tournant dramatique. La vie décide de lui prendre son petit frère. Un jour, je lui ai dit de passer à la maison. Il accepte et quelques temps après, la police m'appelle et me dit qu'il est décédé dans un accident de la route. À l'enterrement, je ne suis même pas arrivé à pleurer. La disparition de son frère coïncide avec la disparition de son amour inconditionnel pour le football. À ce moment-là, Paganelli est à Toulon, mais l'aventure va prendre fin. Paga est à bout. En fait, j'ai souvent dit que j'ai arrêté le foot car mon corps ne suivait plus. Ce qui était vrai, car il a pris cher. Mais c'est surtout le décès de mon frère qui m'a fait arrêter le foot. Paganelli sombre dans la dépression puis connaît des soucis d'argent. Son salut passe alors par Canal+, qui l'engage comme homme de terrain en 1997. Mais son salaire d'homme de terrain ne l'a pas tout de suite sauvé de la galère, car au début, il était contraint de dormir dans la rue, histoire d'économiser. À l'époque, j'étais à la pige, au match. Se faire 1 000 € en un mois était un miracle. J'ai dormi dans la gare de Lyon au début. On se faisait virer à 2 h du matin, je finissais dans la cabine téléphonique. Numéro 6, Diego Maradona. Avant de mourir en 2020, Diego Maradona croulait sous les dettes. Toute sa fortune est partie en fumée, comme le révélait son ami, le journaliste argentin Luis Ventura, au moment de sa disparition. Il ne restait presque plus rien sur son compte en banque. Il est mort pauvre. Selon lui, son entourage n'hésitait pas à lui vider les poches et il ne lui restait plus que 100 000 $ sur son compte en banque au moment de sa disparition. Une broutille pour une légende du football qui a touché des sommes à 6 chiffres au cours de sa carrière. Diego était tellement en difficulté financière que ses proches ont dû mettre aux enchères ses effets personnels moins d'1 an après sa mort afin d'éponger les dettes. Parmi les biens mis en vente, il y avait une maison que le vainqueur de la Coupe du Monde 86 avait offerte à ses parents, mais également 2 BMW ainsi qu'une lettre écrite par le révolutionnaire cubain Fidel Castro. En revanche, tout ce qui est maillots et autres objets à valeur sentimentale ont été conservés par la famille de Maradona. Triste fin pour un homme qui a fait rêver des millions de personnes. On peut gagner beaucoup d'argent et connaître des soucis d'argent. L'un n'empêche pas l'autre. Comme le dit Ludovic Giuly, de mauvais placements, des erreurs de jeunesse, des soucis personnels ou pire, des escrocs en bande organisée et votre fortune dûment gagnée vous échappe. On arrive à la fin de cette vidéo les amis. Juste avant de se quitter, dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus surpris. Dites-moi aussi si un deuxième épisode de ce format La Liste, sur le même thème, sur le sujet des joueurs ruinés, vous intéresserait. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot. Ciao.